Cette vidéo est un développement de la bibliothèque mentale. Si vous voulez en connaître plus sur le programme, cliquez sur le lien. Ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est un peu spécial. En fait, je vous propose de vous montrer que en seulement 4 étapes, vous allez pouvoir lire, si vous les écoutez et les appliquez bien, ces énormes pavés que j'ai là. Il y a plus de 7000 pages ici entre ces livres. Je vais vous parler de ces livres et je vais vous expliquer comment je fais en seulement 4 étapes pour les lire vraiment rapidement, pour en tirer le contenu qui m'intéresse, tout en maximisant le plaisir que j'ai à les lire. Je vous fais par contre un disclaimer. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous montrer ma manière, ma vision de ce que j'appelle la lecture intelligente. C'est pas du tout ce que vous allez entendre habituellement sur de la lecture rapide, mais ça vous explique un petit peu mon approche et pourquoi je pense qu'il est possible d'accumuler davantage de connaissances en lisant des bouquins, tout d'une certaine manière en minimisant le temps, ou en tout cas en essayant de maximiser un petit peu l'activité du lecteur et votre rencontre avec l'auteur en question. Et la première étape que je vais aborder, c'est la sélection. C'est ce que j'appelle le fait de pouvoir sélectionner un bon livre, un livre qui va être aligné avec vos intérêts. Ma logique, en tout cas ce que je développe dans la bibliothèque mentale, c'est cette approche où, à mon sens, une lecture est avant tout bilatérale. Au sens où une lecture, la manière dont vous allez lire votre livre, la manière dont vous allez lire, par exemple, commençons par Le Cygne Noir de Nassim Nicolas Taleb, eh bien en fait, elle est ultimement conditionnée à la fois par le livre, son contenu. Naturellement, vous ne pourrez pas lire le Cygne Noir de Nassim Nicolas Taleb comme vous allez lire Les Misérables d'Hugo ou alors un petit livre de 200 pages. Ça n'aurait pas de sens, c'est pas du tout le même contenu, donc ça ne se lit pas de la même manière. Et, d'une certaine manière, le livre n'est qu'une composante. La deuxième, la plus fondamentale, à mes yeux en tout cas, dans mon approche, c'est vous. Naturellement, Nassim Nicolas Taleb, pour certains d'entre vous, vous voudrez le lire parce que c'est un livre d'économie pour comprendre des grands concepts d'économie. Pour d'autres, vous voudrez découvrir peut-être plus en avant la belle plume de Nassim Nicolas Taleb. Pour d'autres, vous voudrez apprendre dans une conception vraiment très pointue la notion de risque qu'il aborde. Bref, vous le voyez, en fonction du lecteur que vous êtes, à la fois vos intérêts, vos envies, et puis surtout à l'instant T, si vous lisez, je sais pas moi, à 22h le soir après une dure journée de boulot, vous n'allez pas lire de la même manière ce bouquin que si vous êtes un lecteur acharné, un universitaire qui, à 10h le matin, tout frais, peut se lancer dans ce bijou. Et précisément pour ça, à partir du moment où on a posé les deux bases, dans ma logique en tout cas, le livre et vous-même, on va pouvoir commencer à faire la sélection, à la fois trouver le livre qui va scier, ou en tout cas va permettre la bonne rencontre entre à la fois vous et le livre, et d'une certaine manière préparer déjà votre phase de lecture. À mon sens, le plus gros piège qu'il y a, et c'est une phrase que moi j'aime bien, c'est qu'à mon sens, tous les gros livres sont de bons livres. Alors pourquoi je dis cette phrase un petit peu stupide, et qui peut vous sembler un peu stupide? En fait, ce que je me suis toujours dit, c'est que, en tout cas parmi les grands livres que j'ai, là j'ai un livre d'Hippolyte qui lui fait on est à 1645 pages, là j'ai la Bhagavad Gita, un livre classique que certains ont dû entendre parmi d'entre vous dans le film sur Oppenheimer, un livre de préparation à l'ENA en sociologie politique, une histoire de la philosophie dont je vous ai déjà parlé de Jean-François Prado, bref, des gros livres. À chaque fois, je trouve qu'ils sont magnifiques, mais pour moi, pour faire un gros livre, il faut énormément de travail. Après, on peut mettre beaucoup de conneries dans son livre, ça c'est clair, mais grosso modo, pour pouvoir éditer, publier et avoir un gros livre qui fonctionne, généralement, il a beaucoup de contenu, et c'est synonyme généralement d'un travail de fond. Mais c'est là précisément qu'est le piège pour vous en tant que lecteur. Précisément parce que si tous les gros livres sont très intéressants, sont très denses, etc., en fait, ils ne doivent pas vous empêcher de réfléchir à ce que vous voulez précisément découvrir dedans. Le premier piège que j'entends quand je parle avec la plupart de mes amis lecteurs ou certains de mes élèves ou ceux qui suivent le programme de la bibliothèque mentale, c'est cette difficulté à pouvoir se dire « Mais oui, mais si je me lance dans un grand livre, déjà, c'est souvent un grand auteur, et c'est pour découvrir cette immensité. » Mais d'une certaine manière, cette approche, elle est fondamentalement paradoxale. Pourquoi ? Parce que vous n'appliqueriez pas du tout la même logique si vous pensez à visiter un musée, si vous pensez à visiter une très grande ville. Vous n'allez pas partir, je sais pas moi, à San Francisco et vous dire, pour le connaître et pour l'apprécier, il va falloir que je traverse parmi toutes les rues de San Francisco. Vous n'allez pas faire la même chose, vous n'allez pas aller au Louvre et apprécier le Louvre en allant dans chacune des salles et en essayant de découvrir chacune des peintures. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Donc précisément, la première question qui va se poser et qui va être en fait déterminante, c'est qu'est-ce que fondamentalement, pour cette première lecture, et j'insiste pour cette première lecture,
qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi est-ce que vous avez pris ce livre? Et pourquoi vous allez dédier pendant les prochaines heures, les prochains jours, on s'en fout. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument lire ce livre-là plutôt que tous les autres? Est-ce qu'il s'agit d'avoir une vision d'ensemble? Est-ce qu'il s'agit d'avoir une approche sur un des points, un des multiples points détaillés dans ce gros livre? Est-ce qu'il s'agit de tout simplement tout lire? Ça peut être aussi ça, et se lancer à corps perdu dans un grand domaine, mais auquel cas, vous imaginez que, en fonction de chacune de ces réponses, et d'ailleurs plus elle sera précise, plus vous pourrez conditionner, déterminer la manière dont vous allez lire. Si vous voulez une vision d'ensemble, il va falloir davantage concentrer votre temps de lecture et votre concentration naturellement sur les parties qui condensent un maximum d'informations généralisées. Par exemple, le sommaire. Vous me rejoignez à ce moment-là. Si vous voulez avoir une vision d'ensemble d'un sujet, naturellement, le sommaire, surtout s'il est bien détaillé, d'ailleurs je vous invite toujours, les collections de la LGDJ sont à chaque fois des pépites en termes de sommaire, c'est très très détaillé, et vous pouvez très facilement avoir une vision d'ensemble sur le sujet que vous allez aborder. Par contre, quelqu'un qui voudra, je sais pas moi, avoir une compréhension vraiment fine d'un des chapitres, naturellement, il va moins se concentrer sur les chapitres qui n'abordent pas vraiment le concept qui l'intéresse, et davantage passer du temps, ralentir sa lecture, passer du temps à rencontrer le texte dans les chapitres qui parlent des sujets qui l'abordent. Précisément, je sais que la manière dont je suis en train de vous parler, en tout cas la plupart des gens se disent « mais en fait, tu ne lis pas tout le livre ». Eh bien, pour moi, c'est le premier mythe qui m'a poussé à faire cette chaîne. Je déteste, enfin en tout cas je n'ai jamais vraiment compris, c'est pas vraiment que je déteste, j'apprends d'ailleurs à très bien comprendre pourquoi est-ce qu'on dit ça, mais je vais vous prendre une métaphore. Quand vous avez regardé pour la première fois la Joconde de Vinci, ou partons sur la victoire de Samothrace, ou n'importe quoi, une grande œuvre picturale, bref, ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez dire simplement que vous avez pu apprécier cette œuvre, en tirer toute la beauté, parce que vous avez regardé chaque petit pixel de la Joconde, les petits arbres qu'il y a derrière la forêt en arrière-plan, etc. Pas vraiment, en fait, vous êtes davantage concentré sur le regard de la Joconde, sa posture, etc. Et pourtant, si par la suite quelqu'un vous demande est-ce que tu as vu la Joconde et que vous lui racontez un peu la rencontre que vous avez eue avec cette peinture, eh ben, il ne pourra pas vraiment vous dire oui mais attends, t'as pas regardé le ciel à cet endroit-là, donc en fait t'as pas vraiment vu la Joconde. Ce raisonnement, on voit qu'il est faux. Pareil, je vous fais la même comparaison avec découvrir San Francisco. C'est pas parce que vous n'avez pas vu telle petite rue dans la banlieue de San Francisco que vous n'avez pas rencontré San Francisco. Et précisément, c'est cette logique qu'on va aborder et qu'on va rendre strictement symétrique à des gros ouvrages. Et c'est là que se pose en fait la logique où on se rend compte où plus un gros livre, d'une certaine manière, plus un livre est gros, plus vous allez avoir la possibilité de le lire rapidement, si, à la condition sine qua non, que vous êtes efficace, concis, précis dans finalement ce que vous en cherchez de cette lecture. Tout à l'heure, de manière assez rigolote, je vous ai dit, je parle de la première lecture. Quand on se lance dans un gros livre, moi j'ai toujours eu, en tout cas l'idée selon laquelle la première lecture n'est qu'une lecture de débroussaillage. On ne peut pas prétendre, enfin en tout cas je ne pense pas pouvoir prétendre découvrir toute la quantité de savoir qu'il y a dans un livre comme Les origines de la France contemporaine, que je recommande à tout le monde naturellement si vous voulez comprendre la fin de l'Ancien Régime, la Révolution et l'arrivée de Napoléon. Je peux pas prétendre, moi, mais en fait n'importe qui, à comprendre et à tirer tout le sucre, les plus grandes richesses d'un livre de 1600 pages, aussi bien soit-il, tout simplement parce que mes capacités cognitives ne sont pas adaptées à ça. Et c'est pour ça que ma logique, surtout pour les gros livres, ça a toujours été de se dire, mais la première lecture, c'est pas parce que je vais le lire une fois que je vais prétendre en tirer le maximum et après le reposer et me dire, ok, ça je l'ai lu. Pas du tout. La première lecture est précisément la lecture où je vais faire ma première rencontre et accepter que par la suite, puisque j'aurai déjà un petit peu découvert le contenu du livre, par la suite je pourrai mieux y revenir, savoir où sont les passages qui m'ont le plus intéressé, mais sur lesquels par exemple j'ai eu pas vraiment le temps de m'épancher. Et précisément, le gros livre se lit à mes yeux toujours plus rapidement parce que cette première lecture, elle va pouvoir être rapide, non pas au sens de la lecture rapide, mais au sens de la lecture intelligente. Je ne vais pas vous demander de faire ça sur chaque page parce que tout simplement la science a démontré que ça ne fonctionne pas comme ça. On peut effectivement lire plus rapidement, mais l'idée c'est de lire intelligemment, c'est de passer le plus de temps là où votre plaisir, le plaisir de lire, là où votre intérêt, là où votre volonté de mémoriser va pouvoir ou vont pouvoir être les plus maximisés.
Et c'est en suivant cette maxime, cette logique d'équation, que moi j'ai toujours considéré comme une équation, qui va vous permettre de déterminer le flow de votre lecture, le rythme, les endroits où vous allez passer votre temps, etc., etc. Le sommaire va être votre lanterne pendant toute votre lecture, y retourner dès que vous avez un soupçon d'ennui ou de perte de visibilité sur le livre, et c'est avec cette approche, et avec cette approche qui va être itérative, c'est-à-dire que la première rencontre n'est pas la dernière, non. Quand vous allez lire, par exemple, quand j'ai lu Ernest Hans Gombrich, l'histoire de l'art, dont on a d'ailleurs pas mal discuté avec certains d'entre vous en commentaire, ma première logique, c'était de me lancer à corps perdu dans l'histoire de l'art. Je ne connaissais rien, donc effectivement, ce que je voulais, c'était avoir une vision d'ensemble. Mais comme je voulais une vision d'ensemble, et ben par exemple, à certains chapitres, quand il y avait des développements poussés, par exemple de quelques pages ou de quelques dizaines de pages sur une manière de peindre, le sfumato par exemple, etc. Et ben je me disais, mais comme je m'y connais pas trop et que moi, ce que je cherche pour cette première lecture, c'est une vision d'ensemble, j'accepte de ne pas passer beaucoup de temps sur ces passages-là, de les balayer plus rapidement, de me dire, ok, ça j'ai vu que c'était là, et de me dire, par contre, je me concentre uniquement sur la vision d'ensemble, c'est-à-dire les chapitres les plus généraux, les parties des chapitres qui énoncent les traits généraux de chaque mouvement, de chaque peintre, etc. Ma lecture se faisait beaucoup plus vite, et par contre, par la suite, je retournais à cette lecture et je me disais, je me souviens que j'avais laissé le sfumato quelque part, je vais y passer plus de temps, parce que là, je peux me permettre d'avoir plus de détails, ayant maintenant plus de vision d'ensemble et plus de vision générale. Et vous voyez, c'est ce que j'explique dans la bibliothèque mentale, que avec cette approche de lecture, naturellement, le savoir peut se déployer et peut se mémoriser beaucoup plus simplement. Parce que par définition, si vous essayez de mémoriser le signe noir d'une première fois et d'une première lecture, il y a une telle matrice de complexité dans le savoir, à la fois avoir une vision générale, avoir les exemples, avoir les chiffres, avoir les théories, avoir les concepts, avoir les idées clés. Enfin, c'est impossible de demander à un cerveau humain d'avoir ça à une première lecture. Par contre, faire une lecture très rapide, très intelligente, comme j'aimerais bien dire, la première fois, puis y revenir, vous voyez que à la première lecture, vous avez une vision d'ensemble. Ensuite, vous pouvez passer un peu plus de temps sur certains détails, ceux qui, comme vous les aurez lus ou les balayés à la première lecture, vous pourrez vous dire « Ah, ça, je sais que je pourrais comprendre à une deuxième lecture, etc. etc. » Et donc, nécessairement, vous suivez un petit peu une logique, en fait, extrêmement féconde pour votre mémoire, à savoir de ne lire que ce qui est à votre portée, aux portées de votre plaisir et aux portées surtout de votre compréhension d'un sujet, en cherchant d'abord, et c'est souvent ce qu'on va faire sur des gros livres, en tout cas c'est ce que moi je fais, c'est de me dire « Ok, là par exemple, je veux me lancer dans l'histoire de la philosophie, je fais comme si, naturellement, peut-être que je vais passer moins de temps sur les auteurs, en balayant par exemple sur certains chapitres. Le fait est que l'histoire de la philosophie de Jean-François Prado est découpée en chapitres qui abordent des auteurs, des grands auteurs, et en, une dizaine, une quinzaine de pages, il décrit avec une vision d'ensemble les grandes théories et les grands sujets abordés par chaque auteur. Par exemple, je sais qu'en naviguant sur les pages de Kant, d'Hegel, d'Heidegger, des grands philosophes certes, mais par contre très complexes et qui vont avoir des manières de réfléchir qui peut-être ne sont pas à mon niveau à ma première lecture, j'accepte tout simplement de ne pas les lire. Pourquoi les lirais-je ? Pourquoi essayerais-je de lire quelque chose que par définition je ne vais pas vraiment comprendre au premier abord ? Alors que si par contre je passe mon temps sur des choses que je vais mieux comprendre, qui vont mieux m'introduire d'une certaine manière à leur sujet, peut-être que par la suite, en aiguillant et en précisant un petit peu mon savoir, alors ils deviendront de plus en plus accessibles et je pourrai les découvrir déjà avec une meilleure compréhension et donc naturellement par un certain meilleur plaisir. Et on le verra, ça n'empêche en aucun cas à certains moments de savoir se confronter à des passages difficiles pour à ce moment-là essayer de se chauffer un petit peu avec les idées et voir que y a des moments où il faut passer un peu plus de temps sur des passages plus complexes. J'espère que cette première partie en tout cas de sélection qui va conditionner la lecture en fait nous laisser le pas à ce que j'appelle maintenant la logique de cartographie. La logique de cartographie, c'est qu'une fois cette introspection faite sur comment vous voulez lire votre livre en fonction de son contenu et en fonction de vous, vos envies, vos intérêts. Est-ce que c'est du plaisir ? Est-ce que c'est de la connaissance ? Est-ce que c'est de la vitesse ? Est-ce que c'est une vision d'ensemble ? Bref, vous avez compris. Maintenant, on va un petit peu préparer sa randonnée. Moi, c'est bien ce que j'aime faire, c'est accepter de me dire « Ok, je sais ce que je veux maintenant.
naturellement, je vais aller me balader dans le sommaire, voir la structure, comprendre le contenu, et essayer de me dire, ok, sur certains chapitres, je vois que là, il me propose ce niveau de détail, ce niveau de complexité, je sais pas, je vous ai pris l'exemple sur Gombrich, naturellement, je sais que je vais accepter de passer moins de temps quand j'arriverai sur ces chapitres-là, par contre, je vais passer plus de temps sur les chapitres généraux, etc., etc. Je parle de ça parce que c'est une vidéo qui a pas du tout fonctionné, bon, enfin bref, on s'en fout, mais c'était plutôt un défi qui, moi, me tenait à cœur. C'est une vidéo qui est sur la chaîne que vous pourrez retrouver, mais qui est pas vraiment, qui est pas superbe pour le coup. Enfin, mais en tout cas, l'expérience était folle. C'est le défi que je m'étais donné de lire la totalité du rapport de GIEC donc qui fait un peu plus de 3000 pages en 3 jours de mémoire. Et c'était un petit peu cette logique que j'avais abordée. C'était ok. Déjà, où est-ce que mon savoir est à un niveau accessible dans le rapport. Le fait est qu'il y avait pas mal de passages qui étaient extrêmement accessibles, mais par contre il y a d'autres passages où il y a des théories physiques, climatologiques, des équations, etc. qui sont abordées. Et lire des équations extrêmement complexes, sachant que je n'en ai pas la capacité ni la compréhension, ça ne sert vraiment à rien que j'y passe du temps et que j'y dépense ma concentration, alors qu'il y a plein d'autres passages auxquels je peux vraiment comprendre, je peux vraiment découvrir, apprendre et tirer du plaisir, et donc par définition j'y passais beaucoup moins de temps. Et c'est bien cette logique qu'on va avoir de manière vraiment transversale, c'est que toute la phase de prélecture, la phase de rencontre avec le livre et de définition de ce que vous y cherchez, qui va tout au long de votre lecture pouvoir vous dire « Ok, est-ce que ce passage-là, par rapport à ce que je me suis dit pendant la prélecture, ça mérite que j'y passe du temps ?» ou à l'inverse, est-ce que c'est quelque chose où ça va être un petit peu un trou noir, où pendant, je sais pas moi, une demi-heure, je vais plancher sur une dizaine de pages, je vais retourner 4 fois en arrière, relire la même ligne, fatigué, alors que je vois que je ne peux pas vraiment comprendre, que j'ai beaucoup de mal à ça. Eh ben, c'est précisément ça. Vous allez revenir à cette rencontre avec le livre et vous dire non, là, ce sera pour une prochaine fois, etc., etc. Avec cette logique, on va vraiment pouvoir naviguer dans le livre plutôt que le traverser de manière très linéaire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, à mon sens, la linéarité est la première cause qui, à mon sens, rend les lecteurs passifs. Alors, ce que j'appelle passif, ça n'a rien de péjoratif. En fait, la plupart du temps, on est passif, mais c'est plutôt la tendance et la volonté à vouloir être un lecteur actif. Et quand j'entends actif, je l'entends pas sur l'aspect performance. Ça peut être sur l'aspect performance. Si vous voulez lire un livre le plus rapidement possible en ayant la vision d'ensemble la plus claire à son sujet en un minimum de temps, peut-être parce que vous passez un examen dans, je sais pas moi, une semaine, ça n'a rien à voir, mais c'est total. La logique est symétriquement applicable si vous avez simplement aucune contrainte de temps et que ce que vous voulez, c'est maximiser le plaisir, la concentration, l'immersion, et que, comme je l'ai dit, vous n'avez pas de contrainte de temps. On pourra suivre ces logiques et se dire, ok, là, j'ai pas vraiment à trier si je suis là pour le plaisir. Par contre, je vais accepter de passer le plus de lenteur, peut-être parler à haute voix si je veux tirer un maximum de plaisir, par exemple, d'un livre de Victor Hugo, d'un grand poète comme Rimbaud, etc., etc. Mais dans une lecture qui va se vouloir plutôt efficace, active comme je vous l'ai dit, la linéarité est vraiment ce qui vous tuera d'ennui. Généralement, elle est le signe dans les livres de connaissances, et j'insiste pour dire que ce que je vous partage ici, ça s'applique beaucoup moins, je trouve, à des romans. Naturellement, un roman a une dimension chronologique et ça ne s'adapte pas à ça. Vous ne pourrez pas sauter au 10e chapitre et vous dire « Ok, je vais pouvoir apprécier l'histoire », ça n'a pas de sens. Mais pour tout ce qui est livre de connaissances, d'une certaine manière, eh bien, lire un livre ne signifie pas le lire à chaque ligne, et ce n'est pas parce que vous survolez certaines lignes, certains passages qui ne vous intéressent pas, que vous n'aurez pas lu le livre. Revenez à la métaphore, à la comparaison que j'ai essayé de vous dresser en début de cette vidéo, et vous verrez que si on applique ce qu'on applique à une œuvre d'art picturale, à une œuvre d'art écrite, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas la même logique aux deux? Ça a toujours été la genèse de la chaîne et la genèse de ma vision de la lecture, et c'est pour ça que je vous la partage ici. Les allers-retours, par exemple, sont aussi, comme les trous noirs, les allers-retours, le fait de revenir à des passages, de relire 3 fois une page parce qu'on commence à piquer du nez, vous reconnaissez certainement à certains moments. Bon, en fait, c'est pas bon signe, c'est signe que peut-être il faut reposer le livre, ou alors signe que le passage que vous êtes en train de lire et sur lequel vous êtes en train de piquer du nez, peut-être que finalement c'est pas le passage le plus adéquat et que c'est peut-être pas le bon livre. En tout cas, c'est une possibilité. Et ce que je veux dire, c'est que sur les gros livres, souvent la logique qu'on va vouloir avoir, sauf si vous êtes désireux de développer une vraie connaissance académique, etc. C'est ce que j'avais pu faire moi quand j'étais
enfin quand j'étais à la fac et qu'il y avait par exemple voilà des gros examens, des gros partiels qui se préparaient, on a le temps de se plonger dans le cœur du livre, de le relire plusieurs fois, d'aller lire des traductions, des rééditions, des commentaires d'auteurs, etc. Mais très souvent, les lecteurs que je rencontre n'ont pas cette volonté. En fait, il n'y a aucun problème à ça. Vous pouvez totalement tirer votre plaisir et beaucoup de connaissances d'une lecture sans avoir cette approche purement académique, d'immersion profonde. Et ce que j'appelle, dans ce cas pour ces lecteurs, ce qui va être souvent l'objectif recherché, surtout sur des gros livres, c'est ce qu'on peut appeler une espèce de vision panoramique. Je pense à la Bhagavad Gita. L'idée va être de construire une lecture basée sur vos intérêts, sur vos plaisirs, sur vos envies, sur vos contraintes, mais de pouvoir à la fin de cette lecture se dire en fait, j'ai réussi à passer un maximum de temps sur les passages qui étaient alignés avec ces objectifs, et à l'inverse, j'ai minimisé mon temps ou minimisé ma fatigue sur les passages qui m'intéressaient moins, et de pouvoir à la fin de cette lecture, même cette première lecture, ou cette deuxième, ou cette troisième, de pouvoir avoir cette vision d'ensemble du fait de ok, je vois grosso modo les enjeux qui ont été abordés. Je me suis pas perdu dans trop de détails qui de fait ne sont pas forcément très pertinents à la fin d'une première lecture, mais pour la Bhagavad Gita, voilà, j'ai les enjeux principaux, j'ai le qui, j'ai le quoi, j'ai le où, j'ai le comment, j'ai le pourquoi, et je peux d'une certaine manière commencer à en discuter. Et généralement, si vous êtes capable d'avoir la réponse à ce qu'on appelle les 5 W2H, donc le what, why, who, where, etc., et bien en fait, c'est des questions générales qui vous permettent de voir si vous avez bien balisé une lecture et que, d'une certaine manière, à votre première lecture ou à la fin d'une lecture, vous avez eu quelque chose d'assez englobant, d'assez généraliste. Et généralement, c'est comme ça qu'on va vouloir naviguer, traverser, et c'est un petit peu l'étape finale qui va un petit peu signifier la qualité de cette première lecture, de cette première navigation dans le livre, que de pouvoir répondre à ces questions clairement et avec une certaine non une certaine exhaustivité, mais une certaine précision, une certaine clarté. En tout cas, c'est ça qui nous intéresse. Et évidemment, le dernier point que j'aborde très souvent et qui est vraiment le cœur du programme, c'est-à-dire retenir un maximum de ces lectures en minimisant la prise de notes, c'est l'objectif de la bibliothèque mentale, eh bien, vous allez voir que si vous avez écouté ce que je viens de vous dire sur à la fois la sélection, sur la cartographie et sur la navigation, ces 3 étapes un petit peu chronologiques, eh bien d'une certaine manière, ça va encore une fois, et naturellement en fait, puisque c'est un raisonnement plutôt logique ce que je vous ai exprimé, à mon sens en tout cas, eh bien c'est cette logique que la prise de notes va donc naturellement découler de la manière dont vous avez lu ce livre. Et très souvent, c'est aussi un truc que je rencontre avec certains de mes élèves, c'est cette tendance à indexer ou à faire une certaine proportionnalité entre la fiche et le livre que vous avez fiché. Ça, j'ai jamais vraiment compris. Et puis en prépa, un de mes professeurs nous avait dit une phrase qui m'avait, marqué. C'est que la meilleure fiche, c'est celle que vous allez jeter. Je veux dire, c'est un professeur d'économie, c'est quelqu'un qui forme des gens pour l'ENA, pour HEC, pour des grandes écoles d'ingénieurs, etc. Et qui vous dit, mais en fait, les fiches ne sont pas faites pour être gardées, ni pour être lues indéfiniment, elles sont faites pour être jetées. Et précisément, moi, c'est ce qui m'a permis d'avoir une prépa qui, du coup, en termes de savoir, était dense, mais en fait plutôt légère d'un point de vue cognitif. Le fait de ne pas avoir des fiches, comme j'ai pu voir chez certains, des fiches qui font en fait la taille d'un résumé de livre de 15 pages, c'est qu'en fait, la non-indexation de la taille de vos fiches, de vos prises de notes sur le livre, c'est précisément ce qui va faire que vous allez en retenir finalement une grande partie sans avoir les inconvénients de la très large prise de notes qui, finalement, plus elle est longue, plus elle aura tendance à vous décourager à les relire, à tirer du plaisir à apprendre, et d'une certaine manière, en vous dégoûtant, elles combattent ou elles vont à l'inverse, elles obèrent d'une certaine manière l'objectif précis qui leur était assigné, à savoir le fait d'apprendre et d'en tirer plaisir naturellement, puisqu'on n'est pas là pour être des sadomasochistes naturellement. Et bien précisément, c'est ça qui va être très intéressant, c'est que, à mon sens, plus gros est le livre, plus synthétique pourra être la fiche, Par exemple, j'avais fait une fiche que peut-être que je peux vous montrer là au montage, mais du Napoléon de Max Gallo, qui est une longue biographie de Napoléon par Max Gallo, que j'apprécie et que j'affectionne profondément, et que j'ai tellement adoré et que je me disais, mais il faut que je garde tous les détails. Et je finis avec une mind map qui, de mémoire, doit faire entre 700 et 800 blocs,
et que je pense avoir relu peut-être 1 à 2 fois, qui m'a pris un travail vraiment très très long, de synthèse, de regroupement, etc., et qui finalement est très très dur et me dégoûte maintenant, parce que j'ai plus du tout envie d'aller la lire, donc de retenir, etc. Et donc c'est la logique qu'on va vouloir avoir, et les avantages de cette le lire, c'est le plaisir et l'envie de relire la fiche déjà, l'efficacité ensuite à mémoriser. Rappelez-vous toujours que la quantité est toujours ce qui doit passer derrière la qualité. La qualité prime toujours en quantité quand il s'agit de noter, d'annoter pour ensuite mémoriser. La mémoire a horreur de la quantité. Ce qu'elle aime, c'est la qualité, la précision, l'utilité. C'est ça qui va conditionner votre capacité à bien mémoriser. Et enfin, la simplicité, puisque pendant la lecture, le fait de ne pas saccader toutes les 2 lignes, essayer d'annoter tel passage, de vous faire un petit schéma, etc. Non, ce qu'on va faire, c'est une approche dans la bibliothèque mentale de réflexion à la fin de chaque chapitre, de prise de notes, mais la plus courte, la plus synthétique, mais la plus travaillée possible, et de poursuivre cette logique de qualité sur la quantité, qui va être enfin le fil rouge sur cette dernière partie, à savoir quand on va ne pas prendre de notes, la possibilité de retenir sans forcément prendre des notes. Bon, et là, c'est toujours le passage où la plupart des gens me disent « Mais attends, comment tu peux retenir en ne prenant aucune note, ou presque pas, ou en tout cas en ne les relisant pas? On va prendre des notes, c'est ce qu'on fait dans la bibliothèque mentale, prendre des notes, mais ne pas forcément être forcé à les relire. » Eh bien, c'est parce qu'il est possible, en fait, c'est ce qui est fait dans la formation, j'aborde le cas de Michel Foucault, dont d'ailleurs vous pouvez aller voir les prises de notes, les fiches ont été toutes numérisées. Je ne sais plus si c'est la Bibliothèque nationale de France ou je ne sais plus qui a fait ça, mais il y a toutes les fiches, les prises de notes, les annotations de Michel Foucault. Et ça a été un petit peu la genèse, moi, de la bibliothèque mentale, c'est de tomber sur ces notes, déjà il y a quelques années, et de m'être toujours dit, mais attends, c'est quand même incroyable qu'un philosophe français quand même pilier du structuralisme, etc., un mec qui a lu une quantité de livres, je ne sais même pas si en 4 de mes vies je pourrais lire et comprendre aussi bien que lui, bien sûr que non, eh bien, c'est quelqu'un qui prenait des notes, mais en fait, vous allez voir, c'est que des post-it. C'est quasiment que des post-it, où on ne dépasse pas 4 mots. Et en fait, c'est pour ça que moi j'ai parlé de rhizome dans une précédente vidéo, mais l'idée n'est pas de multiplier la quantité dans vos prises de notes. Parce que généralement, la quantité, vous ne la faites pas, et parce qu'en fait c'est extrêmement difficile, et moi non plus je n'y arrive pas, c'est pour ça que je préfère éviter, mais c'est que j'arrive pas à faire de la quantité qualitative, c'est très difficile pour moi. Et ce que faisait Foucault, c'est précisément ça, c'est se balader dans des chapitres, parfois faire des livres entiers, et prendre peut-être 1, 2 heures à réfléchir à comment est-ce qu'il peut synthétiser en quelques mots, en un petit schéma. Vous allez voir les trucs qu'il fait, c'est un bijou. Il est capable finalement d'en tirer le sucre, enfin en tout cas d'accepter de retenir parfois peu, mais de vraiment retenir, puisqu'il aura passé du temps sur ça. Et ce que je propose de développer dans la bibliothèque mentale, c'est ces espèces de logiques de travail avec l'écriture qu'on va pouvoir faire, qui vont prendre beaucoup moins de temps, qui surtout sont beaucoup plus kiffantes, parce que moi j'adore les petits dessins, les mini mind maps, les schémas, les graphiques, etc. pour essayer de me retenir les trucs visuellement. Et c'est un peu ça ce qu'a pu faire Foucault, c'est-à-dire passer du temps à essayer de, par exemple, transformer les idées qu'il pouvait avoir et de les traduire d'une manière différente que simplement des longs paragraphes Word ou des pages Notion un peu nulles. En fait, il va essayer d'en faire quelque chose où il va avoir une introspection émotionnelle, de chercher les interconnexions avec d'autres lectures, essayer de critiquer le livre dans lequel il a plongé, mais d'une certaine manière, en étant le plus concis possible, essayer de débattre avec, essayer de trouver des narratifs, d'inscrire les connaissances qu'il a découvertes dans des narratifs, dans des histoires personnelles qu'il va essayer de se raconter. Et moi, c'est ça mon approche de la rétention sans prise de notes. Évidemment, pour beaucoup de mes lectures, je prends des notes, mais pour celles où j'ai envie de me challenger et surtout de retenir sans saccader ma lecture, en essayant d'avoir une lecture fluide et détachée finalement de mes notes qui avant je devenais un peu psychorigide, où je finissais même à lire un bouquin et à côté à voir mon ordi, c'était pas sain, quoi. Et puis en fait, essayer de faire 2 choses en même temps, on fait rien de bien, et puis on tire pas vraiment du plaisir à sa lecture, alors que moi, c'est ma logique première, c'est le plaisir. Le plaisir, ensuite, en fonction de mes objectifs pour chaque lecture, j'applique, quoi,
mais lire pour moi c'est un bonheur. Et donc c'est ce que j'ai essayé de retraduire, d'approfondir. Je suis allé chercher des papiers académiques qui expliquent un peu des techniques et j'ai essayé de les retranscrire dans des vidéos où je propose des idées pour comment prendre des notes pour mémoriser, mais sans forcément se fatiguer, sans écrire des quantités astronomiques, etc. Et je pense que c'est un résultat qui moi m'a plu. C'est un résultat qu'évidemment j'utilise quasiment constamment. Enfin, un modèle de pensée de lire et de lire des gros pavés que j'applique le plus souvent et qui m'a permis, moi, avec le temps, comme je vous dis, en fait, déjà de démystifier, de décomplexer, et j'insiste sur cette notion fondamentale. La décomplexion, c'est un commentaire qui m'a été fait avant-hier de quelqu'un que je remercie parce que c'est un mot qui m'a fait tic quand je l'ai lu. C'est la plupart des gens, quand on vous présente des livres de 1600 pages, c'est bon, je lis pas des dictionnaires. C'est vrai, mais cette approche de la lecture, elle a ses inconvénients, je sais. Elle est critiquable, je sais. Elle est elle est rare. En tout cas, je l'ai jamais entendue ailleurs. Enfin, moi, c'est le fruit de beaucoup d'années de travail, etc. Elle est utilisée par des gens que j'ai rencontrés, peut-être différemment. Je vous ai parlé de Michel Foucault. Il lisait peut-être pas comme moi, mais il y a certains éléments qui montrent des traits un petit peu proches que j'essaie de vous montrer. Et précisément, c'est quelque chose que j'aimerais développer sur la chaîne et sur laquelle j'aimerais vous en partager plus, discuter avec vous évidemment et avoir vos retours si les idées que je vous ai partagées peut-être ne vous plaisent pas ou peut-être que vous les trouvez ridicules ou stupides, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est ma manière et c'est ce qui m'a permis en fait de lire ces livres alors qu'avant j'avais une phobie en fait de ces livres. Je me disais que j'étais pas, justement, j'avais le complexe d'infériorité par rapport à ces livres. Je les trouvais trop gros, ils me faisaient trop peur, ils allaient me prendre trop de temps. Tandis que maintenant, ils me permettent de me rapprocher beaucoup plus d'eux, d'accepter que je vais les relire, que je peux les naviguer légèrement pour une première fois et que c'est possible de traverser 600, 700 pages en 2 heures, 3 heures, etc. Puis après d'y revenir, y passer plus de temps, avoir une troisième relecture, etc. Donc j'espère que ça va un petit peu ouvrir des envies chez vous, la possibilité de découvrir des bijoux comme ceci. Et autrement, je vous remercie encore de votre présence sur la chaîne et je vous dis à très vite.